j'introduis tout de suite ma collègue Sandrine Coibion, qui a débuté sa carrière dans le monde du numérique en 2011 à l'Infopôle, où elle a occupé le poste de directrice entre 2014 et 2018. Elle a ensuite travaillé chez Computerland et au cabinet Borsu en tant que conseillère ministérielle avant de rejoindre l'Agence du numérique en tant qu'experte en transformation numérique des entreprises. Elle est aujourd'hui aussi en charge du programme Agriculture du futur. Sandrine, je te passe directement la parole. Merci Antoine et bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, comme l'a précisé Antoine, au sein de l'Agence du numérique, je m'occupe du programme Agriculture du futur. Ce programme a comme objectif d'aider à accélérer l'adoption et le déploiement du numérique au sein du secteur agricole, parce que le secteur agricole est un secteur sur lequel il y a énormément de choses à faire. Les objectifs à atteindre sont d'améliorer des pratiques agricoles, d'optimiser la production, de renouer le lien avec le consommateur et de développer les activités commerciales. Dans le cadre de ce programme, on a plusieurs activités et projets qui sont menés. Et un des projets emblématiques dont vous avez peut-être déjà entendu parler est le projet Smart Farming, qui est un projet qui est mis en œuvre dans le cadre du plan de relance. Il y a des moyens assez considérables qui sont mis à disposition, puisqu'on parle d'un budget d'un peu plus de 7 millions sur la période de 2022 à 2024. Et ce budget va servir à financer plusieurs actions qui seront mises en œuvre au bénéfice du secteur agricole et qui seront mis en œuvre par des partenaires. Certains sont peut-être aujourd'hui dans l'Assemblée. Les partenaires, ce sont le CRAW, l'Université de Louvain, Waldigi Farm, et les VO, l'Université de Namur avec le CRIDS, Fourage Mieux, l'ICEP et Réquois Sud. Alors, pourquoi faire un programme, mettre en œuvre un programme agriculture du futur et mettre en place des projets du numérique? Eh bien, c'est toujours mieux quand on aborde ça avec des chiffres pour un peu exposer la situation. Donc, je vais vous donner quelques chiffres, comme ça vous aurez une idée de l'importance du numérique dans le secteur. Donc, selon notre baromètre de maturité numérique des entreprises qui a été réalisé ici cette année-ci, mais également selon d'autres études et le recoupement des données, on sait que 74% des agriculteurs disent que les nouvelles technologies leur permettent d'optimiser leurs équipements pour faciliter le travail et améliorer le bien-être. Il y en a 62 qui disent que les nouvelles technologies leur permettent de diminuer leur dose d'utilisation d'intrants, engrais, produits, phyto, etc. Et on sait que c'est vraiment un élément hyper important dans le secteur. Et 55% disent que les nouvelles technologies leur permettent de réduire leurs coûts, donc performance économique, pardon. Donc là, on est également sur un aspect très, très important. Maintenant, il y a parfois des freins. Certains disent que le coût et la complexité des technologies sont des vrais freins pour la mise en place de projets numériques. On constate que seulement 6% utilisent l'Internet des objets dans leur activité et 1% l'intelligence artificielle. Et donc, on va vraiment aujourd'hui comprendre grâce à des use cases quel est l'intérêt de passer ces barrières pour mettre en place des projets. Et on sait également que seulement 20% ont mené des projets numériques qui sont liés au marketing et la vente. Or, on sait qu'un développement important du secteur passe par la vente en ligne. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps et je passerai alors ensuite la parole à notre premier intervenant que je vais introduire rapidement. Mais j'espère et on espère qu'aujourd'hui, ce programme, cette matinée, ce webinaire vont pouvoir vous donner des idées pour mettre en œuvre des projets et faire finalement augmenter les chiffres que je viens d'exposer. Alors, je vais passer la parole, donc, comme je l'ai dit, à notre premier intervenant qui est Benoît Loffet. Donc, Benoît Loffet travaille chez Delaware. Après plus de 10 années d'expérience, aujourd'hui, il occupe le poste de senior manager data et NI et intelligence artificielle ou AI, donc chez Delaware. Il a débuté sa carrière en 2003 en tant qu'analyste développeur, mais il est progressivement passé de l'implémentation aux aspects fonctionnels et organisationnels des projets en accompagnant des clients dans leur parcours de transformation digitale et en élaborant des solutions larges, complexes et intégrées. Ce qui l'anime, c'est la passion. Il est convaincu que les technologies innovantes jouent un rôle crucial pour les entreprises. Et le sujet du jour qu'il va nous présenter, c'est l'intelligence artificielle au service de l'innovation dans l'industrie agroalimentaire.
Voilà, Benoît, si tu veux bien nous partager ton écran et je te cède la parole. Et pour ceux qui auraient envie de poser des questions, on va essayer de faire en sorte que les intervenants puissent exposer leur sujet. Et en fin de webinaire, si nous avons le temps, il y aura la place aux questions et j'en sélectionnerai certaines dans le chat. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions par écrit, ce sera plus facile. Voilà, je t'en prie, Benoît. Merci beaucoup, Sandrine. Premier petit mot de remerciement, je tiens à remercier évidemment Digital Wallonia, et notamment Sandrine et Antoine pour leur invitation aujourd'hui. Donc l'introduction a été faite, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer, de vous expliciter certains projets que nous avons en effet réalisés dans le secteur agroalimentaire. Donc vous verrez qu'on passe de la ferme aux grosses entreprises, mais l'idée est de vraiment de vous montrer d'une manière très large comment différents types d'intelligence artificielle peuvent être utilisés à bon escient dans ce secteur. Alors, je propose qu'on commence tout de suite par d'abord réexpliquer en 2 slides la donnée. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle avant tout de données. Donc, des données, vous savez, on en capte dans tous les côtés et ça fait un amas assez énorme de choses qui potentiellement ont de la valeur. Donc, l'IA, en fait, n'existe que s'il y a de la valeur dans ces données. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir trouver des moyens de transformer ces données brutes en quelque chose qui fait du sens et qui est exploitable par l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment un bref rappel, on va dire. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi de valoriser ces données et quels sont les objectifs que je veux vouloir atteindre? Pour moi, il y en a 2. Le premier, c'est de mieux pouvoir piloter votre entreprise, donc c'est-à-dire d'atteindre l'excellence opérationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Simplement, améliorer votre efficacité, diminuer vos coûts, diminuer les déchets dans votre production également, ou aussi améliorer le bien-être de vos collaborateurs au sein de leur environnement de travail. Donc, on va dire c'est mieux fonctionner dans votre façon de faire aujourd'hui pour les produits et les services que vous développez déjà. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième grand objectif dont on parle de plus en plus, c'est de pouvoir diversifier vos revenus. Vous savez que les données ont de la valeur, évidemment, et donc de plus en plus d'entreprises commencent à monétiser ces données, donc à créer de nouveaux modèles de revenus qui sont générateurs de valeur. Et donc, ce sont des services complémentaires à votre activité actuelle. Et évidemment, l'intelligence artificielle est souvent fort présente dans ces nouveaux modèles de business. Voilà. Alors, on va commencer par un tout premier use case. Certains en ont sans doute déjà entendu parler. C'est un projet qu'on a réalisé l'année passée avec Room Expert et avec des financements d'ailleurs de Digital Wallonia, grâce au programme Tremplin IA. Donc Room Expert, c'est une toute petite société qui a démarré en 2020. C'est en fait une spin-off de l'Université de Liège. Ils sont 7 actuellement et leur chiffre d'affaires, comme vous le voyez à l'écran, est de 200 000 euros. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont développé une plateforme qui s'appelle Salve, qui permet aux éleveurs et aux vétérinaires de mieux gérer leurs troupeaux. C'est-à-dire que cette plateforme va déclencher des alertes quand on va dépasser certains seuils critiques pour les vaches dans les étables. Alors, actuellement, en tout cas avant le projet, ils travaillaient sur des données historiques, et donc c'était simplement de l'analyse, on va dire, statistique, et on générait des alertes sur base des données du passé. Et ce que Room Expert nous a demandé, c'est est-ce que l'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour prédire certaines choses par rapport aux données du lait. Donc typiquement, est-ce que l'on peut par exemple prédire le taux de graisse dans le lait, parce que le taux de graisse est un élément important pour le prix du lait, et également le taux de cellules dans le lait. Donc ces 2 paramètres en fait sont très importants pour que l'agriculteur puisse de un mieux gérer son troupeau et assurer une vie saine pour ses vaches, mais également en termes de rémunération, c'est assez important. Et donc, l'idée, c'était de de développer un algorithme qui allait permettre de faire ces prédictions et de rendre cet algorithme accessible à leur plateforme Salve pour que cette intelligence puisse être exploitée et mise à disposition finalement des utilisateurs de cette plateforme. Alors, vous avez ici un screenshot de la plateforme Salve et j'ai remis un petit exemple de l'algorithme que nous avons développé. Donc, en fait, on a utilisé des données du temps calais, donc les réservoirs qui sont stockés dans les fermes. Il y a des échantillons qui sont pris de manière très régulière, des données météorologiques et d'autres données de troupeaux, donc par exemple le nombre de morts, le nombre de naissances, etc. On a corrélé l'ensemble et on a réussi à prédire jusqu'à 15 jours à l'avance l'évolution de ces 2 paramètres, donc à savoir le taux de graisse dans le sang et le taux de cellules.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, un éleveur peut en fait connaître bien avant l'occurrence du problème, la façon dont il va devoir gérer ce problème. Donc, par exemple, ça pourrait être changer l'alimentation des vaches pour que le taux de graisse s'adapte à la façon dont il le veut. D'accord? Donc, toutes ces prédictions sont mises à disposition de la plateforme que vous voyez ici via ce qu'on appelle des API. Donc, c'est typiquement des points d'accès à l'intelligence artificielle dans le cloud. Et l'application, on n'a qu'à aller les interroger pour obtenir les prédictions voulues. Donc, si on regarde la valeur commerciale finalement de cette IA, de un, on améliore le suivi de la santé des animaux, ce qui est très important. Et de la même manière, évidemment, on réduit fortement les coûts de l'éleveur parce que les coûts, en fait, en termes de suivi vétérinaire pour les vaches sont assez importants. Donc, si on arrive à mieux gérer la santé du troupeau, évidemment, ça fait des réductions assez importantes. Ça fournit également des revenus plus élevés pour les éleveurs. Il sait mieux gérer, en fait, la façon dont il va pouvoir vendre son lait sur le marché. Et pour Room Expert, donc la société qui développe et qui met à disposition cette plateforme, évidemment, elle peut tirer des nouveaux revenus de ces prédictions en IA parce qu'il la monétise sous forme d'un abonnement complémentaire pour l'accès à la plateforme. Voilà, donc vous voyez que c'est un exemple qui me semblait très utile parce qu'il est très tangible, mais surtout, c'est un exemple où finalement l'IA est utilisée par une société qui n'est pas immense. Hein, on parle vraiment d'une petite boîte de moins de 10 personnes. Et pourtant, ils ont réussi à générer beaucoup, beaucoup de valeur grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est le premier vraiment scénario, le cas d'usage, sur lequel nous avons travaillé l'année passée et qui va continuer encore cette année avec l'intégration d'autres types de données et de capteurs. Alors, on passe maintenant à quelque chose de très différent, Agristo, qui est un processeur en fait de pommes de terre. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des pommes de terre et ils les transforment en frites, en croquettes et d'autres produits à base de pommes de terre. Donc, c'est une société assez grande, ils sont plus de 1000 employés et leur chiffre d'affaires, c'est 600 millions d'euros. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est quoi? C'est que dans leurs usines, en fait, sur leur site de production, c'est très, très, très bruyant. Donc, j'ai vu quelques vidéos et c'est vraiment, on a difficulté à s'entendre. Et chez Agristo, il y a également beaucoup de nationalités différentes. Donc, on parle entre 10 et 15 nationalités dans leurs employés qui sont actifs en fait sur ce site de production et dans les usines. Et il y a un vrai problème au niveau de la langue parce que non seulement l'environnement est bruyant, mais en plus les gens ne parlent pas la même langue. Donc, pour Agristo qui désire en fait faire en sorte que ses employés fassent partie de la même famille et ils espèrent mettre en avant, je veux dire, cet aspect-là, avec cette barrière de la langue, c'est assez difficile. Donc, on a réalisé une expérimentation avec eux pour voir si on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la traduction voix à voix dans leurs usines. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. Comment ça fonctionne? Un opérateur, un employé dans les chaînes de production va simplement parler à l'intelligence artificielle qui va traduire la voix en texte. Ensuite, ce texte va être traduit dans un texte cible, dans une langue cible. Et ensuite, ce texte en langue cible va être retraduit en voix et rendu à l'opérateur, ou en tout cas à la personne avec qui il parle. Donc tout ça, on a pu le faire assez facilement. On a dû évidemment adapter également les algorithmes de manière à ce qu'ils puissent prendre en compte des spécificités du langage qui sont utilisées dans le métier d'Agristo. Donc ce n'est pas simplement utiliser des modèles qui existent sur le marché, c'est aussi les utiliser, les mettre à jour et les adapter de manière à vraiment pouvoir prendre en compte tous les détails du secteur agroalimentaire dans lequel Agristo évolue. Et donc, ça fonctionne très, très bien. Et la prochaine étape sur laquelle nous travaillons maintenant, c'est de trouver en fait du hardware, donc des petits boîtiers qui permettent d'intégrer facilement cet algorithme et de l'utiliser, de le déployer dans l'usine. Alors, c'est un projet qui n'était pas très gros et de nouveau, c'est ça que j'essaie d'insister. Donc, c'était un proof of concept. On a mis environ une petite trentaine de jours pour pouvoir le réaliser. Mais ça montre déjà énormément de valeur. Donc, premièrement, évidemment, meilleure communication dans l'atelier entre les différents employés. On améliore également fortement la capacité de formation de la main-d'œuvre en ayant ce dispositif à disposition. On diminue les risques en cas d'accident sur les sites de production.
On peut également faire des transferts de connaissances plus efficaces. Ils travaillent en shift en fait de 8 heures à chaque fois. Donc, on peut faire des transferts de connaissances entre ces shifts de manière beaucoup plus efficace, de nouveau parce qu'on enlève la barrière de la langue. Et le sentiment d'appartenance à une seule et même organisation, société, est évidemment aussi renforcé par ce genre de système. Voilà, donc un autre exemple qui est complètement différent de ce qu'on a vu de Room Expert, mais qui est également une utilisation concrète de l'intelligence artificielle dans le secteur agroalimentaire. Alors, un troisième exemple, Cosucra, que vous connaissez probablement. Donc, Cosucra, c'est une entreprise familiale qui est située à Pec, dans le Hainaut. Donc, ils existent depuis plus de 150 ans. Elle a fortement grandi ces dernières années. Aujourd'hui, ils sont 320 employés avec un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Et que fait Cosucra? En fait, il rachète des pois et de la chicorée aux agriculteurs de la région, donc en Belgique et en France, et il transforme en fait notamment ces chicorées ils extraient en fait ce qu'on appelle l'inuline. Et avec cette inuline, ils créent des compléments alimentaires que vous allez retrouver dans les biscuits, dans les viandes surgelées, ce genre de choses. Donc c'est un business qui est 100% naturel et vert et qu'on retrouve dans énormément de produits. Je pense qu'ils ont une référence produit de plus de 1000 produits différents partout dans le monde, donc pour lesquels leurs compléments alimentaires sont utilisés. Alors, la grosse problématique pour Cosucra, c'est quoi? C'est de pouvoir prédire le rendement en inuline. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que plus le rendement en inuline, donc je rappelle, c'est ce que vous extrayez en fait des chicorées, plus ce rendement est important, plus le produit est de meilleure qualité, d'accord? Et plus l'agriculteur aussi est rémunéré, parce qu'il est rémunéré en fonction du pourcentage d'inuline par kilo ou par tonne de chicorée récoltée. Donc la question c'était, est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser ce rendement en inuline en fonction de plusieurs paramètres? Et est-ce qu'on peut aussi, dans la même foulée, recommander à l'agriculteur la variété de semences à utiliser dans son champ pour optimiser de nouveau ce rendement? Donc ça, c'est un projet qu'on a réalisé déjà en 2017, donc ça date. Et afin de rendre les choses bien concrètes, je vais vous expliquer un petit peu la campagne chicorée qui est utilisée chez Cosucra. Donc chaque année, en fait, en début d'année, les commerciaux définissent des objectifs de vente qui sont communiqués à des agronomes. Ces agronomes donc, connaissent le nombre de tonnes à produire cette année en inuline. Donc, ils vont contacter en fait les fermiers et ils vont signer un contrat avec eux en disant, cher agriculteur, vous vous engagez à produire 5 tonnes, par exemple, de chicorée cette année. Très bien, on se met d'accord. Ensuite, ils vont se rencontrer physiquement dans un endroit particulier, dans les différents villages en campagne, et vont encoder un certain nombre d'informations sur les parcelles qui vont être mises à contribution pour ces récoltes. Donc, on parle là du type de sol, on parle du nombre d'hectares, du numéro de la parcelle, des différentes cultures qui ont été faites sur les 5 dernières années, des semences qui vont être utilisées. Donc, un ensemble d'informations qui sont récoltées et que le fermier en fait connaît très bien. Une fois que tout ça est récolté, la production de la chicorée peut commencer et à un certain moment de l'année, Cosucra, donc les agronomes, vont recontacter les agriculteurs en leur disant, voilà, vous allez maintenant récolter les chicorées et les déposer sur des tas en bord de route pour que nos camions puissent venir les chercher. Donc c'est ce qui se passe, les camions de Cosucra viennent récupérer les chicorées sur les différents tas, les amènent à l'usine. À l'usine, on échantillonne en fait une partie des chicorées et c'est là qu'on estime vraiment le taux d'inuline dans les différentes chicorées. Ensuite, on extrait l'inuline et celle-ci est utilisée pour faire le produit fini, ici en l'occurrence la fibruline. Donc vous voyez que l'idée c'était de se dire, OK, par rapport aux échantillons qu'on prend ici, qui nous donnent vraiment le pourcentage en inuline des chicorées, et avec les données qu'on récolte sur tout le trajet ici, est-ce qu'on peut optimiser ce rendement et par exemple dire au fermier, tu dois peut-être récolter une semaine avant, ou bien là la météo va être meilleure, donc tu dois récolter peut-être dans 2 semaines, etc. Donc ce projet, on a travaillé dessus. On a utilisé des données qui proviennent, comme je l'ai dit, de leur ERP, des données des agriculteurs, des données de terrain, des échantillons de laboratoire, des données météo, etc., pour créer un modèle prédictif. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, le modèle prédictif n'était pas
tout à fait efficace. Pourquoi? Parce qu'il manquait certaines dates importantes, notamment la date de récolte. Donc, on avait la date à laquelle les camions venaient chercher les chicorées, mais on n'avait pas la date à laquelle le fermier extrayait les chicorées pour les mettre sur l'état. Donc, il y avait un ensemble d'éléments comme ça qui nous manquaient et qui étaient pourtant des critères importants pour pouvoir développer un algorithme efficace. Et donc, on pourrait se dire, bah, finalement, le projet n'est pas un succès. C'est en partie vrai, mais ça nous a permis quand même de faire les premiers pas en IA chez EcoSucra et aussi de pouvoir dire à EcoSucra, bah, écoutez, si à terme vous voulez pouvoir faire quelque chose qui a de la valeur, il vous faut adapter vos processus et récolter ces données-là, ces données-là, ces données-là en plus pour pouvoir vraiment avoir un algorithme qui va vous donner des résultats pertinents. Voilà, donc il y a quand même eu un apprentissage et c'est un message, je pense, très important. L'IA, c'est une longue journée. Il y a des use cases, des scénarios qui sont très faciles, d'autres qui sont plus compliqués. Dans tous les cas, il se base sur de la donnée et cette donnée doit être de qualité. Et donc, démarrer en IA déjà maintenant, même si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut, ça va vous permettre quand même de détecter ce qu'il vous manque pour être à terme plus efficace. Voilà. Alors, un autre exemple qu'on a réalisé chez Spadel, Spadel, vous connaissez tous, c'est en fait la société familiale, le groupe qui gère les marques Spa, Bru, Carola, Wattwheeler, Devin, etc. Le plus connu pour nous, évidemment, c'est Spa et Bru, hein, donc ils sont actifs vraiment dans la région de Liège, à Spa, et ils tirent leur eau des fagnes, d'où l'image ici. C'est une société qui a plus de 100 ans, ils emploient aussi plus de 1250 employés, avec un chiffre d'affaires qui approche des 300 millions d'euros. Et Spadel est une société donc, qui produit de l'eau, mais qui aussi la vend dans les supermarchés, donc ils sont aussi distributeurs et producteurs. Et donc, ils sont confrontés aux clients directs, d'accord? Et un des soucis qu'ils ont aujourd'hui, c'est de gérer les plaintes des clients. Donc, typiquement, si vous allez au supermarché, que vous achetez une bouteille d'eau pétillante et qu'elle ne pétille pas, bah, vous allez un petit peu être déçu. Si vous ouvrez cette bouteille et qu'en plus vous trouvez une mouche dedans, bah là, vous allez commencer à être vraiment mécontent et peut-être que vous allez commencer à faire de la mauvaise publicité pour la marque Spa. Et donc, évidemment, ce genre de problème peut arriver et on a un ensemble de plaintes qui arrivent chaque année chez Spadel et ces plaintes sont gérées par quelqu'un qui est responsable du Customer Care. Alors, cette personne ne travaille que la semaine et s'il y a des plaintes qui tombent le week-end, c'est un souci parce qu'elles sont collectées par en fait l'agent de la sécurité, mais elles ne sont traitées qu'au prochain jour ouvrable. Et donc, si on a un problème qui est assez critique, bah, il y a potentiellement 2 jours, donc les jours du week-end, où ce problème ne sera pas traité et où ça peut vraiment faire des dégâts à la marque. Imaginez que cette personne, par exemple, publie une photo avec la mouche dans la bouteille sur les réseaux sociaux et ça fait vraiment un bad buzz. Donc, ce que Spadel nous a demandé, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour détecter de manière suffisamment correcte le degré d'urgence d'une plainte et donc voir si la plainte est vraiment urgente, qu'on fasse un appel vers un humain qui va les gérer dans les 30 minutes et non plus dans les 2 jours. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la base de données des plaintes qui existaient déjà chez Spadel et qui étaient catégorisées correctement en fonction du type de criticité de cette plainte. Donc, il y avait des plaintes en français et des plaintes en néerlandais. On a développé un algorithme NLP là-dessus et on a réussi à avoir un algorithme à l'époque qui nous permettait de prédire de manière assez certaine, dans 79% des cas, qu'une plainte était critique ou pas. Vous avez quelques exemples ici au-dessus. Et donc, en fait, quand on a comparé ça à un opérateur humain, on s'est rendu compte que le niveau de confiance était assez proche de quelqu'un qui classifiait ses plaintes avec de l'expérience. Et donc, on pouvait se dire que l'algorithme utilisé était déjà assez bien performant. On pouvait évidemment le faire évoluer encore plus, mais on avait déjà une très bonne base pour pouvoir continuer. Voilà. Donc, le projet était également réussi. Donc, quelle est la valeur de l'IA dans ce cas-ci? Renforcer la réactivité de Spadel par rapport aux plaintes de clients. Et donc, en fait, garantir à la marque qu'elle ne va pas se dégrader suite à des problèmes qui sont montés par les utilisateurs. C'est également un modèle qui est assez léger, donc on peut le déployer très facilement sur l'ensemble des sites et y intégrer des langues complémentaires. Donc, Spadel est notamment actif en Hongrie, et donc il y a des plaintes
typiquement d'utilisateurs hongrois qui sont récoltés à ce jour, le modèle peut facilement être étendu à cela. Et évidemment, pour la personne qui gère également les plaintes clients, c'est un outil en plus, une corde en plus à son arc pour l'aider à faire correctement son travail et à être plus efficace. Voilà, donc de nouveau un exemple d'IA assez facile où on a utilisé les technologies Microsoft et Google et qui a prouvé sa valeur. Alors je regarde le temps qui me reste. Ok, peut-être un dernier exemple. La Lorraine. Donc la Lorraine, c'est également un gros groupe de pâtisseries et boulangeries industrielles. Donc typiquement, eux fournissent tout ce qui est pâtes, pain, etc., qui est cuit dans des magasins locaux comme chez Panos, Carrefour, Delhaize, ce genre de choses. Donc là, on parle vraiment d'un gros groupe, presque 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 3500 employés. Et le gros souci qu'a aujourd'hui la Lorraine et surtout ses distributeurs, c'est qu'en fait, ils ont du mal à prédire la demande. Et à gérer les stocks en fait. Donc quand vous allez au Delhaize, vous espérez acheter un pain le soir, pas de bol, vous arrivez un peu trop tard, il n'y a plus rien dans les rayons, alors qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui reviennent du travail et qui aimeraient bien acheter leur pain et peut-être même leur petit pain pour le lendemain matin. Donc ça, c'est un vrai souci. Et donc, ils nous ont demandé, est-ce qu'on peut utiliser une combinaison d'IoT, donc d'objets connectés, et un modèle prédictif qui va nous permettre de mieux définir ou de mieux prédire la demande de ces différents pains pour les jours et les semaines qui viennent. Donc, ce qu'on a fait de manière assez concrète, c'est qu'on a installé en fait des objets connectés dans 30 magasins qui surveillent les rayons dans lesquels vous trouvez les différentes pâtisseries et les différents objets de boulangerie. Et sur base de ces observations, les données sont renvoyées vers un système central et on a entraîné un algorithme qui permet pour chaque point de vente en fait de définir ce qui a été consommé et quelle sera la demande future. Et donc on a réussi comme ça à pouvoir améliorer pour ces 30 points de vente la gestion des stocks et l'approvisionnement pour qu'il manque de moins en moins de pain, etc. dans ces différents magasins. Donc typiquement, la valeur commerciale de cette IA, c'est quoi? C'est l'amélioration de la gestion des stocks. On a amélioré la satisfaction du client parce que typiquement dans ces magasins-là, vous allez moins souvent tomber en cas de rupture. On réduit également les déchets, donc les pains qui seraient vendus ou pas vendus justement. Et on augmente typiquement les ventes puisqu'on peut mieux prédire la demande et donc peut-être fournir plus de stocks aux différents magasins quand nécessaire. Voilà, j'avais encore 2 exemples. Je ne sais pas si j'ai le temps, Sandrine, ou pas. Non, ça va être un petit peu juste, Benoît. C'est D'accord. vraiment dommage parce qu'évidemment, on pourrait en parler pendant, je vais dire, des heures. Donc, si on ne veut pas Pas de raboter problème. le temps de notre prochain intervenant, Il n'y a pas de merci problème. beaucoup en tout cas. Je rends la main. Merci beaucoup. Merci à toi, Benoît. Et donc, je vais céder la parole alors à notre deuxième orateur, donc Vincent Batton. Donc, Vincent est docteur au Centre Wallon de recherche agronomique de Gembloux. Il a obtenu son diplôme d'ingénieur en agronomie en 1993 et son doctorat en 1998 en sciences agricoles à l'Université catholique de Louvain. Il est chef de l'unité qualité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux du département valorisation des produits agricoles. Il a 15 ans d'expérience dans des projets européens qui portent sur le développement des méthodes spectroscopiques. Et au cours des 10 dernières années, il a participé à plusieurs projets qui portaient sur la qualité et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, y compris les aspects de traçabilité et d'authentification. Autant dire que le secteur agroalimentaire n'a plus de secret pour lui. Le sujet du jour aujourd'hui qu'il nous présente sera le calibrage des capteurs en industrie agroalimentaire. Et Vincent, je te cède la parole. Ben oui, merci. Bonjour à tous et merci pour l'introduction. Je vais partager l'écran. Voilà. C'est OK, tout le monde peut le voir? C'est parfait, oui. Oui, parfait. OK, parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, mon nom est Vincent Batton. Je suis chercheur au Centre Wallon de recherche agronomique de Gembloux et je m'occupe donc de l'unité qualité et authentification des produits.
En fait, quelques mots d'abord sur le Centre wallon de recherche agronomique. C'est un centre qui dépend de la région wallonne, plus exactement du gouvernement wallon, hein, du ministère de l'Agriculture. Et c'est un centre où il y a de l'ordre de 440 personnes qui travaillent et 120 chercheurs. Et nous travaillons vraiment sur des sujets au niveau agronomique. Et donc, nous avons, vous allez voir, hein, nous avons des champs d'essai, nous avons des vergers, nous travaillons en serre. Qui dit recherche dit mesure. Et c'est là la partie de mon propos aujourd'hui. Et donc, on a beaucoup de laboratoires, on a beaucoup de mise en place de techniques analytiques où eh ben, on doit faire du traitement de données, comme on dit chez nous, qu'on va dire, qui est englobé, comme je vous montrerai, dans l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Alors, on a différents sites. On est basé à Gembloux principalement. On a également un département à Libramont et à Monsieur-la-Ville. Alors, si moi je vous parle aujourd'hui, c'est parce que moi je suis à la tête donc d'une unité qui regroupe plus ou moins 34 personnes et 7 équipes de recherche. Et toutes ces équipes de recherche ont un point commun. Elles visent tout d'abord à développer des méthodes analytiques. Alors, quand on développe des méthodes analytiques, il faut qu'elles soient validées. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas de simplement dire on développe une méthode, notre objectif c'est que nos outils soient utilisés. Et on se base sur différentes techniques analytiques. Des techniques, on va en revenir un peu, de spectroscopie vibrationnelle, de biologie moléculaire, de microbiologie, de masse, etc. Bon, c'est assez technique, donc j'en passerai. Mais un point commun, évidemment, et surtout depuis maintenant, j'ai envie de dire 20 ans, c'est que le volume de données qui a été généré a été de plus en plus important et les questions auxquelles on doit répondre ont été de plus en plus complexes. Et donc là-dedans, le traitement de données prend de plus en plus d'importance. Alors, illustrons un peu ce que nous faisons par différents projets, dont certains projets font partie de Smart Farming. Et donc ici, tout d'abord, on travaille énormément sur l'agriculture de précision. Et là, que ce soit nous ou nos collègues, on a toute une série de champs d'essai au niveau du CERA afin d'optimiser des variétés végétales, de tester, de pouvoir voir l'impact de tel ou tel stress biotique ou abiotique. Et on va se retrouver à faire des mesures, des observations en champ, où ici vous avez une photo, hein, si vous regardez un peu sur la partie gauche, vous avez une photo d'un collègue, Damien, qui travaille au niveau du champ avec un capteur, un imageur hyperspectral, et pour voir si on sait détecter au plus tôt, je dirais, dès l'apparition de symptômes reliés à des stress biotiques ou abiotiques. On le fait donc au niveau du champ, on le fait avec des drones, on le fait également tout ce qui est aéroporté, et avec l'unité de Viviane Planchon, on travaille également au niveau satellitaire, etc. Donc on essaye de véritablement, sur un même essai, d'avoir ces différentes observations. Ben là-dedans, c'est super tous ces outils, ça génère des volumes de données extraordinaires. Ben, il faut savoir s'y retrouver là-dedans, et là-dedans, l'intelligence artificielle peut nous aider, doit nous aider, et je pense que nous sommes au début de ce qu'elle peut nous offrir. Alors, le deuxième projet, c'est Mobile App. Alors ça, c'est vraiment c'est un des projets qui fait partie, j'ai envie de dire, du portefeuille de projet Smart Farming. Et le but, là, c'est justement tous ces outils que nous développons au niveau laboratoire, que nous calibrons, c'est de pouvoir les amener à l'échantillon, à l'utilisateur potentiel, et de pouvoir aider, évidemment, à cette dissémination de ces outils qui sont d'un côté des capteurs et de l'autre côté tout ce qui concerne l'utilisation de l'information générée par ces capteurs afin d'avoir une réponse à une question. Alors, à ce niveau-là, il est clair et net que le projet en soi s'étale sur 3 ans, mais la durée de vie de ce Mobile App sera de minimum de 10 ans. Et donc, on espère après ça qu'en région wallonne, on pourra avoir contribué euh, à différents niveaux pour justement l'utilisation de ces solutions qui sont actuelles, qui sont utilisées principalement par des grands acteurs, mais qu'on pense qui peut être également pour nos entreprises de taille plus réduite et certainement les agriculteurs également d'intérêt. Un troisième projet, c'est un projet financier au niveau fédéral d'EpiPest. Et là, on utilise les outils de spectroscopie, toujours. Hein, vous voyez que c'est un peu une ligne qui se retrouve dans tous les projets, mais pour la détection de fraude. Alors, il faut savoir que dans les produits alimentaires et non alimentaires, ici c'est les pesticides, donc c'est non alimentaire, la fraude est très très présente. Et nous, on cherche à pouvoir avoir des outils rapides, peu coûteux, qui nous permettent d'assez rapidement screener, de dire cet échantillon, c'est OK, il peut suivre sa route dans un process, hein, à la réception, etc. Et donc, on n'est plus du tout dans le schéma où l'échantillon va au laboratoire.
C'est véritablement le laboratoire qui va à l'échantillon. Ben là-dedans, il y a vraiment une révolution à faire encore, qui est en route, hein, mais c'est justement d'utiliser tous ces outils d'intelligence artificielle pour encore aller plus loin dans, dans la possibilité d'offrir une réponse adéquate. Troisième projet, Valserval, qui fait partie également du plan Wallon de relance. Et là, c'est pour justement renforcer nos filières locales dans le domaine des céréales et de pouvoir valoriser nos productions locales, où là, justement, on essaye d'avoir des outils qui nous permettent de faire ce qu'on appelle l'allottement, c'est-à-dire de dire, ben voilà, ce batch-là d'échantillons, cette production-là est de haute qualité et nous allons donc l'envoyer à tel process pour faire du pain, par exemple, tandis que celle-là est d'une qualité plus médiocre, on va l'utiliser plutôt soit en alimentation animale, soit au niveau des biocarburants. Alors, question évidemment que on s'est tous posé, nous, dans notre équipe, c'est qu'on ne parlait pas d'intelligence artificielle, on ne parlait pas de machine learning il y a quelques années. Et donc, on s'est un peu intéressé de savoir où on se situait par rapport à ça. Et donc, ici, je vous partage une lecture, c'est assez récent, hein, qui a été faite par le groupe Agrotic, vraiment intéressante, sur le deep learning et l'agriculture. Et notamment, ici, un schéma qui vous montre l'intelligence artificielle avec la machine learning, le deep learning. Ben, nous, on se situe vraiment dans le machine learning, dans l'apprentissage de machine. Et en lisant ce document, ben, je me suis rendu compte que moi, j'étais dans l'intelligence artificielle depuis plus de 30 ans. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que on est vraiment dans un domaine où on fait parler, j'ai envie de dire, les capteurs. C'est ça qu'on essaye de faire. Alors ici, vous avez tous les domaines, ça vient du même document, hein, la même référence, où vous avez justement tous les domaines de ce qu'on met dans l'intelligence artificielle, hein, donc les connaissances, neurosciences. On parlait, hein, tout ce qui est transcription du langage, hein, l'orateur précédent en a parlé, des outils de la décision, la robotique, etc. Mais nous, on ne se situe qu'à un niveau. C'est vraiment au niveau de l'apprentissage automatique, c'est véritablement, que ce soit supervisé ou non supervisé, c'est utiliser différents outils, et je vous le rappelle, on fait ça depuis plusieurs décennies, pour transformer un signal d'un capteur optique en une réponse. Et on travaille avec des outils qu'on retrouve classiquement au niveau de l'intelligence artificielle, que ce soit des méthodes bayésiennes, que ce soit les réseaux de neurones, et de manière beaucoup plus importante, tout ce qui concerne les super vecteurs machines, donc les méthodes notamment à noyau, etc. Et donc c'est là-dessus qu'on est. Et nous, l'intérêt qu'on a, c'est d'aller plus loin, évidemment, et de pouvoir voir les autres outils de l'intelligence artificielle et de pouvoir utiliser l'information. Alors pourquoi faire? De manière générale, on a un paramètre ou un critère qu'on veut déterminer, mettons une teneur en protéines sur un produit, ou ça peut être également la production en méthane, par exemple, d'une vache, et on a des données entrantes qui sont des données, des variables X obtenues par différents capteurs, dans notre cas, comme je vous ai dit, fortement basés sur la spectroscopie vibrationnelle. Ça, c'est un des cas de figure. L'autre cas, c'est de pouvoir discriminer, de dire, ben, cet échantillon, par exemple, est fraudé ou non fraudé. Ça, ce sont des cas qu'on a, par exemple, dans les épices, où on doit travailler en utilisation rapide. On va utiliser un capteur qui va nous permettre de donner les spectres infrarouges. Et sur cette base-là, avec le traitement de données, on va pouvoir dire, ben, cet échantillon est un échantillon suspect. Et c'est cet échantillon-là qui va être envoyé vers les laboratoires où là, on va faire des analyses plus poussées afin d'identifier le type d'adultérant, par exemple. Et le troisième cas de figure, c'est quand on veut connaître ces produits, on a un ensemble de données et de voir s'il y a des groupes ou des sous-groupes. Ça peut être, par exemple, quand on a des ensembles de données sur des analyses des aliments et du lait dans une ferme, de pouvoir voir si, suivant le type de ferme, suivant le type d'alimentation, on arrive à discriminer les différentes fermes, etc. Donc, quand je vous parle de capteurs ou quand je vous parle de spectroscopie infrarouge, donc ça fait au niveau du Centre Wallon de recherche agronomique, et c'est vraiment une spécificité de la région wallonne, on travaille depuis très très longtemps avec la spectroscopie proche infrarouge, moyenne infrarouge et Raman. En fait, quand on parle de méthode de spectroscopie, on utilise la lumière. Ce n'est pas la lumière visible, c'est une lumière qu'on ne voit pas. C'est une lumière que vous sentez quand vous êtes à côté d'un chauffage, comme moi maintenant, et ou que vous utilisez des lunettes pour voir dans la nuit. Mais ça vous donne une information qui est très intéressante, mais d'aucune utilité pour l'utilisateur final. Ça n'intéresse pas d'avoir des absorbances, comme on a dit, à différentes fréquences. Ce qui intéresse, c'est d'avoir une réponse. La teneur en protéines, où est-ce que mon échantillon pose problème? Alors, ce qu'il faut se rendre compte,
c'est que, quand moi j'ai commencé ma carrière il y a quelques années, il y avait ici au niveau du laboratoire, nous étions à 30, 40 000 échantillons qui rentraient dans le laboratoire. Ben, ce nombre d'échantillons au laboratoire a complètement fondu. On est à moins de 10 000. Et pourquoi? Parce que les outils analytiques que nous utilisons maintenant, ils sont dans les lignes de production, ils sont à la réception, etc. Et là, ben, il y a tout un aspect que l'on ne parle pas souvent, c'est qu'il faut faire parler une donnée spectrale. Et donc, c'est tout ce qu'on va retrouver dans les outils de machine learning, etc., afin de transformer une information brute, j'ai envie de dire, à un résultat. Alors, ce que nous faisons classiquement, c'est qu'on a des spectres. Avec ces spectres, bon, ils viennent de différents outils, de différentes gammes spectrales ou de différentes technologies. Nous avons les données de référence qui peuvent être, comme je vous ai déjà parlé, l'humidité, la teneur en protéines, mais ça peut être aussi le pays d'origine ou si c'est une production sous appellation d'origine. Et nous allons construire un modèle. Donc, par rapport à l'orateur précédent, on est vraiment à un maillon, je dirais, très spécifique, c'est vraiment au niveau des capteurs et on fait parler les capteurs et donc nos résultats après sont utilisés justement au niveau notamment de l'intelligence artificielle quand on veut faire des outils d'aide à la décision, etc. Alors, évidemment, une fois que vous avez un modèle, donc ça c'est l'étape de calibration, on a toujours une étape très très importante de validation. Et là, après, ce que nous permet le modèle, l'équation, si vous voulez, c'est partir de ces données obtenues par les capteurs pour avoir une valeur prédite dans ce cas-là, pour les différents paramètres. Alors, nous, on utilise différents outils. Et ici, simplement, un slide qu'on utilise depuis plus de 20 ans. Simplement, vous montrer, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, on parlait d'analyse multivariée, mais on est vraiment dans tout ce qui est machine learning. Et vous avez tous ces outils. Parfois, ça peut paraître pour beaucoup d'entre vous des outils assez barbares ou assez nouveaux, mais il faut savoir qu'il y a des décennies de développement derrière ces outils. Et ici, on a vraiment, avec l'intelligence artificielle et avec ce domaine qui englobe l'ensemble, on arrive à bénéficier des interconnexions entre tout cela. Et donc, c'est vraiment, pour moi, la révolution digitale à notre niveau, c'est cette combinaison, en fait, entre tout ce qui est capteur et tout ce qui est, évidemment, traitement du signal. Alors ici, je fais une image centrale, vous avez un robot qu'on a envoyé sur Mars. Ben oui, dans l'espace, ça fait longtemps qu'on ne sait pas amener les échantillons au labo, donc on envoie le labo aux échantillons. Mais il faut savoir que toutes ces technologies, ben après, on a des développements divers, de petits spectromètres, c'est les cas de figure que vous avez autour, qui nous permettent justement d'avoir des solutions parfois low cost, on est de l'ordre de 1000, 2000 euros, où on va pouvoir mesurer, justement, interroger la matière avec la lumière pour pouvoir définir différents paramètres. Et donc, il y aura évidemment toujours un challenge, c'est que d'un côté, on a le développement des capteurs et de l'autre côté, il faut les faire parler, il faut les calibrer. Et donc voilà, par exemple, si vous avez un signal qu'on obtient brut, c'est un des spectromètres qu'on utilise pour analyser les fruits. Dans ce cas-ci, ce sont des spectres de poire. Et voilà, vous avez ça pour différents capteurs. Ben après, vous devez vous déterminer la teneur Brix, on va dire les sucres totaux dans l'échantillon. Qu'est-ce que vous faites? Ben, classiquement, on construit un modèle. Et ici, vous avez en bleu le modèle qui nous permet de partir vraiment des valeurs spectrales que je vous ai montées précédemment et d'obtenir cette valeur Brix qui sera donc une valeur prédite. Et alors ici, on la compare par rapport aux valeurs de référence. Mais ça, ce n'est qu'une étape. Parce qu'on l'a fait, on a généralement, il ne faut pas oublier que quand on est dans l'industrie agroalimentaire, il y a énormément d'acteurs et donc la mesure doit se faire à différents points et on va utiliser ces outils à différents points. Mais voilà le même modèle, par exemple ici, que je vais appliquer sur différentes machines. Et donc j'ai des réponses parfois qui sont très très similaires, mais parfois, vous voyez qu'il y a un écart, il y a un biais qu'on dit. Et donc il y a tout un travail qui doit être fait après pour corriger ce biais. Et donc, pas oublier que les machines, c'est très bien tout ce qui est intelligence artificielle et tout, mais là-dedans, il y a une partie très importante qui est tout ce qui concerne la validation et de se permettre évidemment que le résultat qu'on a, il est monitoré dans le temps. Donc, c'est quelque chose de très, très important à ce niveau-là. Il y a tout un domaine fascinant pour justement s'assurer que quand j'ai un résultat à différents endroits, par différents capteurs, ben, ça tient la route à ce niveau-là. C'est comme quand vous allez, vous faites n'importe quelle traduction par différents moteurs de traduction, vous voyez bien qu'il y a des différences, mais au final, vous voulez la bonne traduction. Donc, c'est un peu ça qu'on doit faire à ce niveau-là. Un autre exemple, c'est les outils d'imagerie hyperspectrale. Donc, nous, on les utilise en fait pour analyser des échantillons assez hétérogènes. Par exemple, si c'est un échantillon
synthétiques qu'on a générées, hein, avec dedans des parties des céréales, des parties végétales, des impuretés botaniques, hein, donc des semences par exemple de plantes invasives, des déchets de cellulose, de la paille dans ce cas-ci, ou d'autres contaminants. Ici, dans ce cas-ci, on a mis un morceau de peinture, hein, c'est ce qui se passe, hein, on utilise des machines, etc. Et au final, dans l'échantillon, on peut avoir des contaminants. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser des caméras hyperspectrales qui nous permettent d'avoir cette information grâce à la lumière dans le domaine infrarouge de différentes parties de l'échantillon. Et après, on va appliquer différents modèles pour dire si c'est des céréales ou pas. On va appliquer différents modèles pour dire si c'est d'origine cellulosique ou pas, de dire s'il y a la présence, par exemple, d'insectes, etc., etc. Donc ça, c'est ce que nous faisons, hein, de manière maintenant depuis un certain temps. Au niveau hyperspectral, ça fait 2 décennies. Et nous, nos intérêts, c'est pour ça que je participe notamment ici, c'est de travailler plus avec nos collègues qui viennent d'autres domaines de l'intelligence artificielle pour utiliser également l'information spatiale, ce qu'on ne fait pas en fait. On utilise beaucoup nos imageurs hyperspectraux comme des hyperspectromètres, mais évidemment, vous voyez bien, la forme peut être utilisée, la distribution, et quand on voit dans le domaine du machine learning et du deep learning, il y a vraiment des outils, à mon avis, qui peuvent révolutionner notre domaine au niveau analytique. Alors, un dernier exemple, j'ai encore 2 slides, où là, je vais vous montrer que c'est quelque chose qui est à tous les niveaux. Ici, c'est dans le cadre d'un projet européen, Food Integrity, qui est terminé, où on a travaillé avec la société Barilla. Et la société Barilla, vous la connaissez tous, hein, produit des pâtes. Et il faut savoir qu'on produit des pâtes à partir du blé dur. Le pain, c'est à partir du blé tendre. Et ce qui est vraiment important pour eux, c'est la pureté de leur lot de céréales. Il faut savoir qu'ils processent des centaines de tonnes par jour. Hein, et donc, ils doivent avoir des outils qui leur permettent de screener la pureté des échantillons qu'ils reçoivent, mais en temps réel et pour des volumes très, très, très rapides. Et là-dessus, nous, on a travaillé avec eux sur l'utilisation de l'imagerie hyperspectrale. C'est vraiment ce qui est utilisé au niveau satellite, hein, la machine que vous avez ici, c'est une machine hyperspectrale qu'on met dans les satellites. Bon, maintenant, c'est plus la dernière génération, hein. Je peux vous mettre une photo plus actuelle avec notre dernier petit joujou, mais c'est pour vous montrer que nous, on utilise ces mêmes outils pour pouvoir acquérir une information, pas de l'échantillon global, mais vraiment de chaque grain individuel. Et après, de modéliser pour pouvoir dire si ce grain est un grain représentatif de blé dur ou de blé tendre. Et donc, on utilise le spectre infrarouge et ce qu'on s'est rendu compte, évidemment, c'est que la forme du grain a aussi son importance. Et là, on travaille avec des collègues pour justement pouvoir utiliser cette information. Et c'est là-dedans où on est très demandeur de collaboration parce que on rentre dans des connaissances que nous n'avons pas à l'heure actuelle, mais qui permettent d'utiliser la même donnée, elle est générée, mais d'aller plus loin dans la valorisation. Alors voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était en adéquation avec le workshop. Évidemment, je voudrais remercier toute l'équipe à notre niveau et vous dire, pour ceux que ça intéresse, tout ce qui concerne la spectroscopie vibrationnelle et la chimiométrie. En fait, c'est comme ça que nous on appelle, on est des chimiométriciens. On utilise la chimie, non, on utilise les statistiques et les mathématiques au service pour faire parler les données chimiques. Donc voilà. Et ça maintenant, c'est repris dans le nouveau vocable, dans tout ce qui est machine learning. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Vincent pour cet exposé qui était vraiment très riche également en informations. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin du webinaire et donc je vais me permettre d'essayer de un petit peu résumer les différents éléments importants qui ont pu être exposés dans le cadre du webinaire. Donc voilà, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous compris. Finalement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ben, c'est surtout une combinaison de technologies, de techniques et de données. Et la donnée a vraiment toute son importance. Ici, on l'a vu, pour pouvoir avoir un projet qui tienne la route en intelligence artificielle, il faut que la donnée, ben, elle soit de qualité, évidemment. Il faut pouvoir également valider cette donnée et donc après en tirer les enseignements pour pouvoir mettre en place un projet. Et le résultat finalement, c'est que ben, les données, elles vont apporter de la valeur et elles vont vraiment permettre d'atteindre plusieurs objectifs. On a parlé d'augmenter ses revenus et même diversifier ses revenus. On a parlé d'une diminution des coûts. On a également parlé d'améliorer sa communication et son image de marque.
optimiser le service au client, rendre un service plus efficace, diminuer les risques d'incidents, mais également les fraudes. Donc vraiment, ce sont tous des objectifs, on l'a vu en début de webinaire, qui sont présents dans le secteur agroalimentaire et qui sont également présents dans les projets qu'on peut voir qui sont mis en œuvre dans le cadre du plan de relance. Et donc finalement, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle a énormément de bénéfices et elle est accessible également à tout le monde. On l'a vu avec le premier projet qui était exposé de Rumexpert, c'est une petite boîte de 7 personnes. On a vu que la Lorraine et Spadel sont d'autres acteurs avec des tailles beaucoup plus importantes qui ont également mis en œuvre des projets d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il faut vraiment sortir de l'idée que ce sont des projets inaccessibles pour les petits entrepreneurs. Très loin de là, c'est accessible à tous. Et justement, cet élément va me permettre de pouvoir rebondir sur deux choses que j'aimerais mettre en avant. Donc, dans le cadre du programme Digital Wallonia for AI, aujourd'hui, nous sommes dans les carrefours de l'intelligence artificielle. Il existe les Startia. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, eh bien, j'espère que vous allez rejoindre le mouvement. Donc, Startia, c'est vraiment un programme, une action qui vous permet de débuter un diagnostic en intelligence artificielle avec un expert. Antoine a mis le lien dans la conversation ici du webinaire. C'est un programme qui est vraiment très pragmatique puisqu'on est sur un programme de 5 jours maximum et un expert est là pour vous aider dans votre audit et votre diagnostic. Et d'un point de vue financier, c'est un investissement qui est quand même très peu conséquent puisque on a une intervention de 70% en termes de subsides sur une mission qui est une mission de maximum 5 000 € d'un expert. Mais grâce à ce Startia, vous pouvez déjà vraiment initier des choses et on l'a vu notamment avec le projet Rumexpert, mais bien d'autres. Dans le lien que Antoine a partagé, vous pourrez aussi découvrir d'autres projets qui ont été menés et si pas sur ce lien, sur notre plateforme Digital Wallonia, bien évidemment. Donc, je vous invite vraiment à vous lancer dans cette démarche. Et également pour ceux qui sont intéressés par l'aspect de la recherche, Antoine l'a cité, il y a Trail qui aujourd'hui est une initiative et un projet qui a débuté et qui concerne finalement de la collaboration avec la recherche. Et donc, avec le programme Trail, vous avez une mise à disposition d'expertise en recherche et développement et une mise à disposition de briques technologiques en intelligence artificielle qui sont développées par les 5 universités francophones et 4 centres de recherche au niveau de la Wallonie qui sont actifs en intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas également à consulter le lien de Trail. Dedans, vous pourrez aussi vous inspirer, trouver des idées de collaboration. Donc voilà, je voulais terminer également cette séance par ces deux éléments qui sont très très importants. Je vais également rebondir sur une information qui a été donnée par notre collègue Philippe Compère de l'Agence du numérique. Des projets en 5G également sont mis en œuvre dans le cadre du secteur agroalimentaire et il a partagé les liens également dans la conversation. Et donc, aujourd'hui, il y a des projets en 5G qui sont là pour aider et favoriser le développement de la ruralité connectée. Il va y avoir des appels à projets d'époque qui seront aussi lancés en 2024 et en 2025. Il y en a déjà de ceux qui sont en cours et il y en a un qui est en préparation pour 2023. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ces informations. Nous avons 5 minutes donc pour aller jusqu'à 10 heures qui est le timing final de notre webinaire. Je ne sais pas si certains ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Nos deux orateurs sont encore parmi nous, donc si vous avez des interrogations pour eux, c'est le moment, c'est l'instant. Et sinon, je céderai la parole à Antoine pour qu'il puisse clôturer tout ça. Je ne vois pas de main levée. Il n'y a pas de bêtes questions, si jamais, ou de bêtes commentaires. Non, eh bien, écoute Antoine, je te propose, si toi tu as quelque chose à ajouter, de terminer. Sinon, on peut clôturer cette session. Mais je te laisse le fin mot de l'histoire puisque c'est quand même ton programme à toi. Donc voilà. Je vais simplement vous remercier, c'est-à-dire merci beaucoup Sandrine pour cette excellente modération, pour ce résumé qui était, je trouve, tout à fait adéquat.
Merci également à Benoît et Vincent pour leur intervention de qualité. Donc, c'était un très chouette webinaire. Pour rappel, les webinaires sont rediffusés sur Digital Wallonia. On enverra évidemment la rediffusion à l'ensemble des inscrits du webinaire. Et le prochain aura lieu au mois de mai sur le thème de la santé, avec peut-être un focus sur l'industrie plutôt biotech. Donc, c'est à peu près tout pour moi de mon côté. Et je vous remercie donc encore à toutes et à tous pour votre participation et pour vos interventions. Et on se retrouve dans 2 mois pour le prochain Carrefour de l'IA. Merci à tous.